Bonjour, bienvenue à vos 10 minutes juridiques avec le cabinet d'avocats Landau associé par VK. Dans quelques minutes, on va parler mobilité, mais tout de suite, les brèves de la semaine. Il y a 7 ans, au niveau mondial, étaient adoptés les objectifs de développement durable de l'agenda 2030. 17 objectifs importants pour notre environnement. Nous n'avons plus que 3000 jours pour atteindre ces objectifs en matière de climat, biodiversité, énergie, eau, pauvreté, égalité des genres, etc. La Première ministre est en charge, comme vous le savez, de la planification écologique sur l'ensemble des politiques à conduire. Eh bien, un secrétariat général à cette planification a été créé, rattaché à la Première ministre. Et puis, par ailleurs, on a eu une fluidification des procédures de déclaration en matière de police de l'eau. Scolaire, la circulaire rentrée et de sortie, classiquement, en matière de fonction publique. On a eu une augmentation du point indiciaire, le décret est paru. Les lignes directrices de gestion ministérielle qui ne peuvent pas ne pas passer par la case fonction publique et une décision de la CEDH intéressante en matière de négociation collective. En matière de contrat, 2 décisions sur le contentieux. 1 sur la recevabilité d'anciens co-contractants pour certains litiges quand il y a résiliation d'un accord cadre et 2 sur le régime contentieux des contrats passés par les sous-concessionnaires, en l'occurrence en autoroute, donc sur les contrats de droit privé de la commande publique. En matière de domaine, évidemment, si je fais une autorisation d'occupation domaniale avec tout un volet travaux, eh bien j'aurais appliqué le droit de l'urbanisme, y compris le plan de sauvegarde et de mise en valeur. Mais oui, mais si je ne suis pas avec des travaux, si c'est une simple permission de voirie pour un café sans travaux, eh bien dans ces cas-là, il n'y a pas application de ces plans de sauvegarde et de mise en valeur, ce qui conduit du coup à l'impossibilité en l'espèce pour une commune de s'abriter derrière celui-ci pour refuser une permission de voirie. Laïcité maintenant, toujours occupation domaniale, mais cette fois-ci par les crèches de la nativité en mairie. Là-dessus, le Conseil d'État nous a donné un mode d'emploi où il est un peu vaticiné, un peu compliqué. Eh bien, le Théâtre de Melun nous confirme que si dans cette crèche ou à côté de cette crèche, à côté du petit Jésus, j'ai les marchands du temple et autres éléments du décorum de Noël, eh bien, ça passera un petit peu plus facilement en légalité. Bon, ce qui passe parfois facilement aussi, ce sont les vices de procédure, surtout depuis la jurisprudence d'Antony du 23 décembre 2011. Oui, mais enfin quand même avec une application au cas par cas. Eh bien, dans une affaire qui concerne le métro du Grand Paris, le Conseil d'État nous confirme que décidément, il peut être parfois souple sur certains éléments de vices de procédure, sur certaines opérations d'aménagement. Et puis un arrêté important qui modifie beaucoup de choses en signalisation routière, notamment sur des passages piétons, certains aspects de vélo ou autres éléments ferroviaires. Et puis, en matière d'élus, est-ce qu'une indemnité de fonction qui aurait été illégalement fondée par une délibération, ces indemnités de fonction sont-elles remboursées ensuite? Tout dépend de savoir s'il y a eu un recours ou pas contre la délibération initiale. Sur ce point, ce mode d'emploi a été confirmé et affiné par un important arrêt du Conseil d'État du 1er juillet 2022. Et puis élu toujours, mais cette fois-ci en contentieux électoral, nous en sommes maintenant à 99 circonscriptions donnant lieu à protestation électorale, ce qui est une assez forte décrue par rapport à 2017. Et puis les mini-brèves, que voici, que voilà, et que voici. Passons à notre grand dossier. Mobilité en mouvement, point juridique, financier, technique. On a un paradoxe. Les mobilités sont elles-mêmes en pleine mobilité, mobilis in mobile, retour à Jules Verne, mais à force de s'être diversifiées, elles se retrouvent enchâssées dans des frontières juridiques à dépasser. On a une multiplication des usages et des outils, dont le free floating, les engins de déplacement personnel. Les smartphones nous permettent énormément de combinaisons dans l'intermodalité. Et on a des régions ou des AOMU qui du coup n'ont pas pris sur l'intégralité des mobilités, pas sur l'intégralité des pouvoirs de circulation, y compris parfois en ZFE, de gestion des engins de déplacement personnel, du free floating, la voirie affectée aux mobilités douces ou actives, voire parfois au TCSP, peut ne pas être transféré à l'autorité qui par ailleurs est en charge de cette mobilité. L'autopartage n'est pas forcément dans le spectre des compétences des acteurs. Pareil pour les bornes affectées aux infrastructures de recharge pour les véhicules électriques, RVE, voire sur les politiques en matière de livraison, politique de dernier kilomètre et autres. Même quand on arrive à avoir des acteurs qui
intègre ces révolutions et dépasse ces clivages, on se retrouve très souvent à avoir des difficultés d'avenantabilité des contrats que l'on a en marché ou en DSP en cours, y compris pour des nouveautés indispensables comme les masses sur les systèmes d'information, ça en général c'est facile, ou de paiement, où là c'est beaucoup plus compliqué, avec parfois des problèmes de compatibilité publique aussi d'ailleurs. Difficulté parfois à trouver des structures qui regroupent tous ces acteurs, et quand on en trouve, SPL, SIC, ça soulève d'autres problèmes juridiques, de concurrence, de fiscalité, entre autres. Et puis cela rebat évidemment les cartes que des débats plus traditionnels sur les modes de gestion, sur les choix conduisant à tel ou tel portage d'innovation, voire les débats classiques sur la tarification, la gratuité, etc. Et puis alors tout ceci souligne l'obsolescence relative, mais de plus en plus nette quand même, du modèle financier de certains services, voire du versement mobilité pour financer cette compétence. La loi d'orientation des mobilités, la LOM, a essayé de répondre à ces difficultés, prise en compte des EDP, désenclavement des champs de compétences, intégration pour les ZFE des pouvoirs de police de circulation, enfin un vrai texte donc sur cette fameuse masse, avec un service d'information multimodale SIM obligatoire, mais un service numérique multimodal SNM avec interface de vente qui reste facultatif et alors même que, bon, c'est ce qu'attendent les usagers. Donc on a une situation complexe. Face à tout ceci, question à 3 acteurs importants et complémentaires. Bonjour messieurs. Bonjour. Monsieur le Président et désormais député, commençons par vous. Constatez-vous justement ces fameuses difficultés de frontières juridiques, politiques, pratiques? Le sujet de la mobilité est un sujet qui ne peut pas s'accommoder des frontières. Or, notre organisation actuelle de la gestion de la mobilité crée des frontières. Crée des frontières avant tout géographiques entre autorités organisatrices, mais au-delà de ça, crée des frontières sur les différents modes de mobilité. On a un abonnement de transport en commun, mais il ne donne pas forcément accès au dispositif d'autopartage ou de vélopartage. On n'a pas la possibilité de payer son taxi avec son abonnement de transport en commun, etc. Et je pense que le grand enjeu, c'est de casser ces frontières, de casser ces octrois, pour employer un vieux terme, et de créer les structures qui soient à la fois fonctionnelles et juridiques, parce que nos usagers ne comprennent pas d'être obligés d'avoir des systèmes différents, d'être obligés de s'adresser à des autorités différentes pour répondre à leurs besoins de mobilité qui ne sont jamais des besoins fléchés sur un objet unique. Ils ont besoin de prendre le bus, le tramway, le taxi, leur propre voiture, de faire de l'autopartage, du vélo et aussi très souvent de la marche à pied lorsque c'est possible. Et concrètement, comment dépasser ces difficultés de frontières? Le sujet est complexe parce que, quelle que soit la volonté, on se heurte assez rapidement, et vous êtes mieux placé que quiconque pour le mesurer, à des obstacles juridiques. C'est vrai que lorsque des autorités organisatrices de mobilité veulent travailler ensemble, c'est compliqué. Même dans le cadre d'un territoire visé par une autorité organisatrice, comme par exemple la métropole Nice-Côte d'Azur, le pouvoir de police du maire continue à s'exercer, et on peut se retrouver avec une commune qui interdit la circulation d'un certain type de véhicule à certains endroits, à certaines heures, alors que le voisin souhaite l'encourager. Donc on voit que là, quels que soient les efforts que nous entreprenons pour diffuser l'information, ce qui est aujourd'hui le travail que nous réalisons en premier, on est quand même bloqué sur la création d'outils de partage communs qui simplifieraient le parcours utilisateur. Et maintenant que vous êtes député, comment œuvrer législativement pour désenclaver tout ceci? En tant que nouveau député, si je dois porter une exigence sur ce sujet, mais elle porte sur bien d'autres sujets, c'est autoriser les expérimentations et sortir d'un modèle d'organisation de notre territoire unique. Je crois qu'un département rural et un département qui compte une métropole ne doivent plus aujourd'hui forcément avoir la même organisation. Il faut probablement libérer ces carcans, les supprimer et autoriser, sur la base d'échanges contractuels, les collectivités à négocier entre elles, à construire ensemble des solutions et à se rapprocher au plus aux besoins de leurs usagers. Car, d'un point de vue technique, le décloisonnement entre mobilités s'impose avec une certaine urgence. C'est un sujet qui revient en premier plan là, avec l'évolution et notamment l'évolution des prix du carburant et puis la crise des gilets jaunes qui s'est quand même produite il y a quelques années. Et qui fait qu'aujourd'hui aussi, on se rend compte qu'il y a des mutations importantes, notamment avec l'évolution des transports en commun et de l'usage de l'automobile. On ne cloisonne plus les choses telles qu'on le faisait avant. C'est qu'avant, il y avait le bus et le car d'un côté, la voiture de l'autre. Aujourd'hui, la voiture devient un véhicule partagé, soit consécutivement avec le principe de l'autopartage, c'est-à-dire je prends une voiture un peu en libre service, puis après c'est quelqu'un d'autre qui la prend,
soit le covoiturage qui a connu un essor phénoménal, quoi. Donc là, aujourd'hui, la mobilité peut plus du tout, notamment les solutions de mobilité, peuvent plus du tout être appréhendées de la même façon, puisque entre des véhicules collectifs habituels, type le car, le bus, le minibus, des véhicules privés qui deviennent des véhicules collectifs aussi avec autopartage covoiturage, les équipements de déplacement personnel, les engins de déplacement personnel, pardon, les EDP, qui aussi viennent là-dessus. On a foisonnement de solutions de mobilité avec une appétence pour la mobilité qui est absolument énorme, bien que paradoxalement, les Français ne se déplacent pas beaucoup plus qu'avant, puisqu'on est assez stable avec 3 déplacements par habitant et par jour. Par contre, on a des distances qui s'allongent, ça c'est le constat que font toutes les études. Et là, il y a un vrai enjeu parce qu'aujourd'hui, un enjeu pour les collectivités en termes de compétences, parce qu'en fait, on a aussi saucissonné les compétences. D'un côté, il y en a qui vont s'occuper de la mobilité. Et comment décloisonner sur le terrain, justement? Au-delà des échanges et de la concertation, bien sûr. Alors, le point clé pour arriver à appréhender tous ces modes, ces nouveaux modes, c'est déjà de s'ouvrir et de s'autoriser à faire des expérimentations pour pouvoir proposer des solutions de formes de gestion qui sont un petit peu innovantes, qui peuvent aller d'un montage traditionnel par le recours au code de la commande publique, mais aussi voir s'il est possible de créer des structures type société coopérative d'intérêt collectif, dire peut-être SPL, peut-être autre forme de partenariat possible pour arriver à gérer l'ensemble de ces modes qui deviennent effectivement de plus en plus complexes et de moins en moins cloisonnés. Le problème du saucissonnage des compétences publiques sur la question de la mobilité, il est effectivement problématique. Et c'est parfois un des plus gros soucis auxquels on est confronté, notamment dans le cadre des plans de mobilité simplifiés. Après, on arrive à mettre les acteurs autour de la table à partir du moment, effectivement, où on leur fait prendre conscience, je reviens encore une fois sur cette approche de territoire, que la problématique, c'est une problématique territoriale et qu'on est tous impliqués et que lorsqu'on fait rouler un bus, un minibus ou une voiture sur une route, bah, faut travailler sur la route. Donc ça veut dire que la compétence voirie ne peut pas être enlevée de la compétence mobilité. Au même titre que si on a un véhicule électrique, il faut le recharger. Donc derrière, il faut aussi gérer la problématique de ces infrastructures de recharge. Donc un des seuls moyens que l'on a aujourd'hui pour associer les acteurs publics sur un chantier mobilité, c'est effectivement cette approche territoriale et puis derrière aussi de reposer les questions financières et le rôle de chacun des acteurs sur le plan financier. Parce que à un moment donné, tout ça, c'est de l'argent. Et il y a souvent des parallèles qu'on ne fait pas sur l'aspect mobilité. C'est le coût des infrastructures de voirie et le coût des services de transport. À un moment donné, il y a quand même un jeu de vase communicant entre les choses, parce que je rappelle, dans le monde du transport, qu'une personne qui se déplace en transport collectif, une voiture partagée ou un transport alternatif à l'usage de la voiture, c'est moins de voitures sur les routes, donc moins d'usure des routes, donc besoin de moins de routes. Donc, il y a un moment donné, il y a un jeu de vase communicant qui n'est pas nul et qui est rarement fait aujourd'hui, alors que pourtant, on pourrait réfléchir dans cette voie-là. Est-ce que vous avez un petit exemple concret à nous donner? Un des territoires, là récemment, on est en train de travailler sur un plan de mobilité simplifié pour un territoire sur notre région et on voit bien que les entreprises comprennent l'enjeu auquel elles sont confrontées parce qu'elles ont bien compris que la collectivité pouvait apporter des solutions de mobilité sans forcément rentrer dans une logique transport pur et dur, en disant on va commencer par une solution de covoiturage très pratico-pratique en intervenant financièrement sur la solution covoiturage. En complément, on travaille aussi sur des solutions de transport en commun, bien entendu, mais on travaille aussi sur le vélo et on vous accompagne, on accompagne l'entreprise dans cette démarche-là. Et là, la mayonnaise est en train de bien prendre parce que les entreprises comprennent qu'il y a un service derrière ce qu'elles vont financer. Et il n'y a pas de stratégie d'évitement ou de conflit qui apparaissent dans ce cadre-là. Et on est sur une petite ville, on est sur une agglomération de taille modeste et où les choses avancent plutôt de façon très très positive. Et quels nouveaux modèles économiques se mettent-ils alors en place dans ce cadre? Alors, en matière de mobilité, les nouveaux modèles économiques sont effectivement à penser en fonction des nouveaux usages et notamment des nouveaux usages liés à la mobilité as a service, donc liés aux masses, et avec des questions qui se posent sur qu'est-ce que l'on valorise dans la chaîne de valeur en fonction du rôle de la collectivité sur cette question de la mobilité. Et donc là, je renvoie notamment aux nouveaux modèles économiques urbains
qui avait été travaillé dans le cadre d'une étude de 2015, notamment sous l'égide d'Isabelle Barraud-Serfati, avec la question de la ville effacée. Donc, à quel point est-ce que, dans le cadre de ces politiques de mobilité, on valorise la démobilité, notamment le fait de laisser en dehors de la ville les voitures sur des parkings relais permettant d'avoir une offre économique plus attractive ou même de la gratuité dans les transports pour les usagers de la mobilité, avec des questions de modèle économique de la ville freemium, donc avec une solidarité à penser du point de vue de la mobilité entre justement des personnes qui paieraient des offres premium de mobilité qui viendraient financer et équilibrer quelque part le modèle économique global pour ceux qui bénéficieraient d'une offre minimale gratuite. Voilà, et puis une offre de service effectivement à penser, et des modèles économiques associés à penser en lien avec une offre servicielle, c'est-à-dire complète, et des collectivités qui intègrent finalement tout un champ de la mobilité et avec derrière des questions qui sont posées en matière de perception de la recette et de financement de ces services. Là aussi, un petit exemple? Alors là, on a plusieurs collectivités qui se sont effectivement, alors qui soit ont essayé de créer des outils, certaines y étant évidemment parvenues. J'ai notamment en tête la région Bourgogne-Franche-Comté qui a effectivement travaillé à une plateforme commune permettant le financement de bout en bout d'un trajet, indépendamment de savoir si ce trajet relevait de plusieurs autorités organisatrices de la mobilité, voire même d'offres privées. Et avec là une question de financement du service et de mise en place d'une structure commune pilotée par la collectivité sous son égide et permettant de simplifier finalement le rapport au service public ou privé pour l'usager en ayant une seule interface qui permette de simplifier le parcours de point à point pour l'usager et avec une cuisine derrière interne sur le plan financier, économique, qui est à penser, notamment pour les flux de recettes, afin de savoir si cette recette est effectivement une recette publique ou une recette privée, et avec une recette soit intégralement perçue par la collectivité, y compris sur son volet privé avec du reversement à prévoir derrière, ou bien l'inverse d'ailleurs, avec un système de régie de recettes et d'avances qui peut être confié à un opérateur privé qui a la charge de la collecte de ce produit, de cette recette, et d'assurer le reversement ensuite à la collectivité de la part publique de la recette sur le trajet effectué par l'utilisateur. Mais est-ce que ça ne conduit pas à devoir repenser les modes de rémunération de certaines activités, RODP pour le free floating par exemple, de mettre en place des vraies masses intégrant un paiement et autres? Oui, complètement. Et donc là, on se retrouve sur la question de, à la fois, encore une fois, qui perçoit le produit, qui perçoit le tarif et comment est-ce qu'on le reverse, et avec très certainement un lead à penser de la part de certaines collectivités, AOM effectivement, et des structures à créer qui soient des structures, alors soit des structures mixtes publiques-privées, soit des structures intégralement publiques. On peut penser aux sociétés publiques locales par exemple, qui servent à la fois à penser la gouvernance du service de mobilité à grande échelle et qui permettent de penser également les flux de la redirection des flux entre les différentes AOM. Et avec très certainement un actif, notamment dans le cœur des villes, un actif à penser et à valoriser autour de l'utilisation des trottoirs et des espaces publics, des espaces communs, à penser sur l'utilisation de ces trottoirs et avec, comme vous le disiez, quelque chose à imaginer qui dépasse le cadre un peu classique de la RODP que l'on connaît, hein, qui s'assoit notamment sur soit la surface, soit la longueur de réseau. Cette question de la surface ou de la longueur de réseau qui s'applique assez mal en réalité aux services de free floating qui se développent en ville, et donc avec une nouvelle facturation de l'utilisation de ces communs et de l'espace public à penser, avec un actif qui est certainement clé et stratégique, qui est le trottoir. C'est passionnant. Merci à tous les trois. Merci à vous. Au revoir. Voilà. Et merci à vous. À bientôt pour une nouvelle vidéo Les 10 minutes juridiques parlant d'associés pour VK. Pensez à vous abonner. Merci, au revoir.